Et si une décision prise à Ouagadougou pouvait bouleverser les marchés de Paris à Tokyo? Le 19 novembre 2025, un décret gouvernemental en apparence anodin fait l'effet d'un séisme silencieux. Le Burkina Faso annonce la suspension immédiate des exportations de noix de karité brute. Soudain, c'est l'inquiétude sur les marchés mondiaux. Les multinationales de la cosmétique, de l'Europe jusqu'à l'Asie, réalisent que le cœur d'une industrie pesant plusieurs milliards vient de leur échapper. Ordinateurs ouverts, tableaux de bord affichés, les géants du secteur cherchent déjà des alternatives, conscients que la chaîne d'approvisionnement vient d'être fragilisée par une simple page signée à Ouagadougou. Derrière cette mesure, une inquiétude sourde se transforme en tension palpable. C'est le début d'une guerre silencieuse pour la souveraineté économique, où chaque décision prise au cœur de l'Afrique de l'Ouest peut redéfinir l'équilibre mondial. D'un côté, le statu quo, des millions de femmes burkinabées, premières actrices de la récolte du karité, demeurent enfermées dans un cycle d'exploitation, vendant la matière brute pour une fraction de sa valeur réelle. De l'autre, un espoir nouveau, qu'un pays, et peut-être toute une région, reprennent le contrôle de son avenir économique en transformant localement ses richesses et en redonnant pouvoir, temps et dignité à celles qui font vivre cette filière. Ce décret n'est pas qu'un simple geste protectionniste. Il s'impose comme l'acte fondateur d'une stratégie audacieuse pour briser le cycle post-colonial de dépendance économique et placer enfin les femmes au centre du changement. Ce qui se joue ici, c'est bien plus que de la réglementation commerciale. C'est une bataille pour la maîtrise des ressources, l'émancipation et la souveraineté. Mais pourquoi cette décision et pourquoi maintenant? Pour comprendre, il faut remonter aux racines du karité au Burkina Faso. Derrière cette suspension se cache une histoire ancienne, tissée entre les arbres de karité et les mains des femmes qui, chaque saison, récoltent le fruit de leur territoire. Remontons ensemble à l'origine de cette révolution silencieuse. Derrière chaque noix de karité, il y a le travail invisible de millions de femmes. Dans les villages qui s'étendent de Bobo Dioulasso jusqu'à Kaya, le karité n'était pas seulement un arbre, c'est la colonne vertébrale de la vie quotidienne, surnommée l'or blanc des femmes. Depuis des générations, plus d'1 million de femmes burkinabées se lèvent à l'aube pour récolter, trier et transformer ces précieuses noix, souvent à main nue, sous le soleil implacable. Pour elles, le karité va bien au-delà de la tradition. Il soutient la sécurité alimentaire, finance les frais de scolarité des enfants et paie les soins de santé de familles entières. Ce revenu, même modeste, offre aux femmes rurales une autonomie rare en Afrique de l'Ouest. Elles contrôlent leur argent, prennent des décisions et investissent dans leur communauté. Mais derrière cette force silencieuse, une injustice persiste. Chaque année, des milliers de tonnes de noix quittent le pays, brutes et sous-payées. À l'étranger, elles sont transformées en beurre, crème ou cosmétiques de luxe dont la valeur explose. Or, la grande majorité de cette richesse s'évapore à l'exportation. Les productrices, au début de la chaîne, restent presque démunies. Elles voient tant partir le fruit de leur labeur sans jamais accéder à la vraie prospérité. Continuer à exporter brut, c'est condamner ces femmes à la marginalisation économique et entretenir la dépendance du pays vis-à-vis de puissances étrangères. Le Burkina Faso, riche de son karité, s'appauvrit à force de ne pas transformer localement. Cette logique postcoloniale empêche l'ascension sociale de millions de femmes et freine le développement national. Face à cette réalité, un nouveau leader décide de changer les règles du jeu. Mais qui est cet homme prêt à défier tout un système mondial? Et pourquoi son choix provoque-t-il autant de remous? Et si la pauvreté d'un pays riche en ressources n'était pas une fatalité, mais une question de choix politique? Avant la rupture, l'économie du karité au Burkina Faso était une énigme douloureuse. Malgré des millions de noix récoltées chaque saison, la richesse semblait glisser entre les doigts du pays. Les anciennes politiques prévoyaient que les exportateurs réservent au moins un quart de leur récolte aux usines nationales, mais ce quota n'était qu'une illusion. En réalité, les règles étaient constamment contournées. Les exportateurs, souvent soutenus par des intérêts étrangers, contournèrent les usines locales, préférant l'exportation brute et rapide. Résultat, les machines dans les usines burkinabées restaient silencieuses. Le cœur industriel du pays battait au ralenti, pendant que la valeur ajoutée s'envolait vers l'étranger. Face à cette injustice, les coopératives féminines ont élevé la voix. Pour ces femmes, le karité n'est pas seulement une tradition, c'est un levier de survie et d'autonomie. Elles dénonçaient l'impuissance d'un système où tout le travail de récolte profitait surtout à ceux qui transformaient les noix à des milliers de kilomètres de là. Le gouvernement ne pouvait plus ignorer l'évidence. Chaque tonne de karité exportée brute, c'était moins d'emplois, moins de revenus,
et une industrie nationale qui s'éteignait à petit feu. Pire encore, les équipements financés par l'État ou par l'aide internationale prenaient en la poussière pendant que les profits partaient vers d'autres continents. Cette chronique d'un appauvrissement annoncé aurait pu durer encore longtemps. Mais l'arrivée d'Ibrahim Traoré a marqué une cassure nette. Pour la première fois, un dirigeant décidait d'arrêter l'hémorragie. Les exportations brutes de karité étaient suspendues. La nouvelle politique était claire. Priorité absolue aux usines nationales. Les matières premières devaient rester au pays pour être valorisées localement. Très vite, les chaînes de production se sont remises en marche, les machines se sont rallumées et la confiance renaissait dans les ateliers comme sur les marchés. Sans cette rupture, le pays serait resté piégé dans un vieux modèle colonial. Exporter la richesse, importer la pauvreté. Mais cette décision radicale n'allait pas sans risque. En imposant de nouvelles règles du jeu, le Burkina Faso défiait non seulement les habitudes des exportateurs, mais aussi les attentes des partenaires étrangers. Mais chaque révolution a son prix. La tempête provoquée par cette décision va bientôt se faire sentir, du village le plus reculé jusqu'au bureau des grandes multinationales. Un simple décret et soudain, l'Europe et l'Asie s'inquiètent pour leur chaîne d'approvisionnement. Les responsables d'achat en France, en Allemagne ou au Japon commencent à revoir leurs prévisions. En quelques heures, les téléphones sonnent dans les ambassades et les sièges sociaux de grandes marques cosmétiques. Que va faire le Burkina Faso et est-ce un précédent dangereux pour le secteur ? La réaction internationale ne tarde pas. Certains investisseurs menacent de se retirer, dénonçant un climat d'incertitude. Des responsables politiques européens évoquent même la possibilité de rétorsion commerciale. Pourtant, du côté burkinabé, la consigne est claire, pas de retour en arrière. Les douanes sont déployées aux frontières, les contrôles s'intensifient et les sanctions contre les exportateurs qui tenteraient de contourner la loi deviennent immédiates. Le message est simple, le pays entend reprendre le contrôle de sa filière et imposer le respect de ces nouvelles règles du jeu. Dans les zones rurales, l'effet est visible. Les usines de transformation reprennent vie, relançant l'emploi local. Des coopératives féminines signent de nouveaux accords avec des marques cosmétiques nationales, renforçant des partenariats inédits. Pour la première fois, l'économie du karité profite directement aux femmes qui le récoltent, aux ouvrières qui le transforment et aux PME locales qui surfent sur la vague de la souveraineté. Mais le séisme ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. À Bamako, à Abidjan, à Lomé, les gouvernements observent et s'interrogent. Et si la méthode burkinabé était la clé pour sortir du piège post-colonial ? Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ouvrent des consultations, prêts à imaginer leur propre stratégie de valorisation locale et d'émancipation industrielle. Bien sûr, le risque est immense. À court terme, le Burkina Faso s'expose à l'isolement économique, à la baisse temporaire des devises et à une possible augmentation des tensions avec l'Occident. Mais pour beaucoup, c'est le prix de l'indépendance. Une chance de bâtir un modèle industriel africain, centré sur l'emploi, la dignité et la maîtrise de la valeur ajoutée. Cependant, une inconnue demeure. Cette stratégie innovante pourra-t-elle s'inscrire dans la durée et transformer réellement la société burkinabé ? Pour comprendre si ce pari peut tenir sur le long terme, il faut regarder de plus près les défis intérieurs et les résistances inattendues qui attendent le Burkina Faso sur sa route. Et si la clé du développement, c'était simplement de garder la valeur chez soi ? Cette idée aussi simple qu'audacieuse est en train de redéfinir les règles du jeu pour le Burkina Faso et potentiellement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Car en décidant de transformer le karité sur place, le pays fait beaucoup plus qu'appliquer une politique commerciale. Il se réapproprie la richesse générée par son sol et sa population. L'industrialisation locale change tout. Au lieu d'exporter des noix brutes pour qu'elles soient transformées et revendues à prix d'or à l'étranger, le Burkina Faso garde désormais la plus grande part de la valeur ajoutée sur son territoire. Cela signifie plus d'emplois, une meilleure répartition des richesses et un pouvoir d'achat qui commence enfin à s'élargir au-delà des grandes villes. Là où auparavant seules quelques mains profitaient du commerce du karité, ce sont maintenant des milliers de familles, des artisans, des techniciens qui peuvent vivre dignement de cette ressource. Mais surtout, ce sont les femmes qui se retrouvent au cœur de cette transformation. Depuis toujours, ce sont elles qui ramassent, trient et préparent les noix de karité. Aujourd'hui, leur savoir-faire devient la pierre angulaire d'une chaîne de valeur repensée. Coopérative, formation, accès facilité au crédit. Les femmes ne sont plus de simples fournisseuses de matières premières, mais des entrepreneuses à part entière, reconnues et respectées. Cette dynamique redonne de l'autonomie,
du temps et une dignité nouvelle à celles qui, pendant longtemps, étaient invisibles aux yeux du marché mondial. Ce mouvement de fond n'est pas qu'une question d'économie. Au fil des années, il a fait émerger un nouveau contrat social. L'État, les femmes rurales et le marché mondial sont désormais liés par un pacte inédit. L'État garantit la souveraineté sur la ressource et protège les productrices, en échange d'un engagement accru dans la transformation locale et la qualité de la production. Les débouchés, eux, ne manquent pas. Beurre de karité, cosmétiques, savon, huile, autant de produits de fini qui, exportés, rapportent bien plus qu'une simple noix brute. Ce modèle fait des émules. Au Mali, au Niger, au Ghana, on commence à s'inspirer de l'expérience burkinabé pour d'autres matières premières, mangue, coton, sésame. L'idée est contagieuse. Pourquoi ne pas garder la valeur chez nous pour en faire un moteur de développement réel et partagé? Mais attention, ignorer l'exemple du Burkina Faso, ce serait accepter de rester prisonnier du vieux piège des exportations brutes. Cela reviendrait à renoncer à la maîtrise de son destin, à perpétuer une croissance qui enrichit l'extérieur, mais laisse l'intérieur exsangue. La leçon est claire, chaque noix transformée sur place, c'est une victoire sur la dépendance et un pas de plus vers la souveraineté. Ce mouvement n'est pas une fermeture au monde, mais le début d'une nouvelle forme de puissance africaine, fière de ses racines et ouverte sur l'avenir. Mais derrière cette révolution silencieuse, comment la vie quotidienne des femmes productrices s'est-elle réellement transformée? Regardons ensemble, sur le terrain, les visages et les histoires de celles qui font battre le cœur du karité burkinabé. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut reprendre la main, mais qui osera suivre le Burkina Faso. En suspendant l'exportation des noix de karité brute, le Burkina Faso n'a pas seulement changé ses règles commerciales. Il a osé affirmer que la souveraineté économique n'est pas un rêve lointain, mais une responsabilité urgente. Ce choix, audacieux et symbolique, rappelle que la domination commence souvent par la simple décision de garder la richesse chez soi. Il ne s'agit pas d'un repli, mais d'un réveil. Depuis trop longtemps, la valeur quitte le continent dès la récolte, laissant derrière elle des promesses non tenues et des communautés appauvries. Le karité, surnommé l'or blanc des femmes, prouve que la transformation locale est possible, concrète et essentielle. Ce geste n'est pas isolé. Il fait écho à un mouvement profond où chaque pays africain peut choisir de briser le cycle post-colonial de dépendance. Mais la vraie des questions aujourd'hui, c'est le courage. Qui parmi les gouvernements, les entrepreneurs ou même les consommateurs aura la force de soutenir cette voie? Parce que chaque spectateur est face à un dilemme. Rester silencieux, c'est valider l'ordre établi. S'engager, s'informer, soutenir les initiatives locales, même par de petits gestes, c'est prendre part à une révolution silencieuse. L'histoire retiendra non pas ceux qui ont observé, mais ceux qui ont agi. Rien n'est écrit d'avance. Le contrôle des ressources, c'est le début du pouvoir. Pour chaque femme rurale, chaque jeune diplômé, chaque investisseur africain, c'est une opportunité à saisir. L'émancipation ne se mendie pas. Elle se construit, une décision après l'autre. La boucle est bouclée. La souveraineté commence par des actes concrets. À chacun d'y prendre part ou de laisser passer le train de l'histoire. Le Burkina Faso a choisi. Et vous, que ferez-vous?